À l'ordinaire, chacun, c'est bien normal, est absorbé par l'existence et les circonstances quotidiennes et ne prend que de temps en temps une vue d'ensemble sur ce qu'il peut advenir de notre pays. Et pourtant, tout en dépend. Qui pourrait douter en effet que le sort de chaque Français soit lié au sort de la France? Inversement, où irait la France si les Français s'en désintéressaient? Comme dans la situation assez tendue où se trouve le monde, ce que fait le peuple français pèse lourd sur son destin. Il y a lieu d'indiquer aujourd'hui, c'est-à-dire à un moment de l'année propice peut-être à la réflexion, quels sont les buts visés dans la conduite de la nation et quel est le chemin suivi pour les atteindre. Le premier de ces buts, et qui commande les autres, c'est la paix. Cela n'est pas dit, comme on l'a fait souvent, pour flatter plus ou moins vulgairement le désir instinctif de tous. La paix, en effet, ne saurait être assurée par des déclarations. À preuve, le fait que depuis le début de ce siècle, et jusqu'en de récentes années, bien que nous fussions régis par des groupes de pensée et des formations politiques éminemment pacifistes, nous ne nous sommes jamais tant battus. Tandis qu'au cours de cette période, tout ce qui était chez nous officiel ou officieux proclamait sans relâche guerre à la guerre. Nous dûmes mener 2 guerres mondiales d'une étendue sans précédent, avant lesquelles, entre lesquelles, après lesquelles, nous ne cessions pas au surplus de guerroyer en Afrique, en Orient ou en Asie. Certes, la cause principale de ces drames était l'ambition dominatrice d'un empire. Mais face aux menaces qu'il organisait longuement, nos adjurations généreuses ne détournaient pas les orages, alors que notre inconsistance politique et nos faiblesses militaires attiraient sur nous la foudre. Car ce que la paix requiert, c'est à l'extérieur une action énergique et continue, action d'autant plus difficile qu'au milieu des heurts des idéologies et des chocs des intérêts qui remplissent l'univers, il lui faut être dégagé des allégeances étrangères et des entraînements épisodiques de l'opinion. En même temps, la paix exige à l'intérieur la préparation de moyens de défense appropriés à leur époque, ce qui, pour les mêmes raisons, est également très malaisé. C'est dire qu'aujourd'hui, pour la France, la paix doit être non pas seulement souhaitée, mais rigoureusement voulue, après les énormes pertes que nous avons éprouvées en combattant pendant quelques 50 ans, étant donné l'état d'un monde bouleversé et dangereux, compte tenu des capacités inouïes de destruction des armes nucléaires, rien, absolument rien, ne nous importe autant que de refaire, grâce à la paix, notre substance, notre influence et notre puissance. Voilà pourquoi, malgré les passions brûlantes et les conséquences pénibles, nous avons délibérément mis un terme aux 20 combats en Algérie et établi, avec nos anciens territoires d'Afrique devenus indépendants, des rapports féconds et fraternels. Voilà pourquoi, non sans mérite, nous classons dans l'histoire nos conflits avec l'Allemagne et pratiquons à son égard une amicale coopération. Voilà pourquoi, si puissante que soit l'attraction de l'Amérique pour les Européens, nous travaillons à déterminer la communauté des 6 à devenir de son côté et pour son compte une réalité politique, et par là un élément essentiel dans un équilibre pacifique du monde. Voilà pourquoi, en dépit des idées préconçues et des penchants préétablis, nous remplaçons la tension dangereuse d'hier avec l'Europe de l'Est par de fructueuses et cordiales relations. Voilà pourquoi, même si l'avantage immédiat n'en est pas très apparent, nous avons pris objectivement contact avec Pékin. Voilà pourquoi, quelque bruyants que soient les partis pris, nous condamnons, de la part de n'importe quel État, toute intervention armée sur le territoire des autres, comme cela a précisément lieu en Asie du Sud-Est ou au Moyen-Orient, parce que par le temps qui court, l'incendie est dès l'origine détestable et que, une fois allumé, il risque de s'étendre au loin. Mais voilà pourquoi, aussi, nous nous dotons d'un armement de dissuasion tel qu'aucun pays du monde ne puisse vouloir frapper la France sans savoir que dans ce cas,
il subirait de terribles dommages. Cependant, pour que la France puisse avoir prise sur la paix, en ce qui la concerne elle-même et autant que possible en ce qui concerne les autres, il lui faut l'indépendance. Aussi serait-elle assurée, alors que l'Amérique et l'Union soviétique, colossales par leur dimension, leur population, leurs ressources, leurs armes nucléaires, sont partout et dans tous les domaines en rivalité permanente. Chacune a naturellement constitué autour d'elle un bloc d'États qui lui sont directement liés, sur lesquels elle exerce son hégémonie et auxquels elle promet sa protection, en conséquence de quoi ces États conforment bon gré, malgré leur politique, à celle de leur grand allié, lui soumettent leur défense et lui confient leur destinée. Eh bien, en se retirant de l'OTAN, la France, pour sa part, s'est dégagée d'une telle sujétion. Ainsi ne serait-elle éventuellement entraînée dans aucune querelle qui ne serait pas la sienne, et dans aucune action guerrière qu'elle n'aurait pas elle-même voulu. Ainsi est-elle en mesure de pratiquer, comme elle le juge bon, d'un bout à l'autre de l'Europe, l'entente et la coopération qui sont les seuls moyens qui permettront d'aboutir à la sécurité de notre continent. Ainsi peut-elle, dans un monde où beaucoup d'abus anciens et récents entretiennent l'effervescence, soutenir, suivant sa vocation, le droit de chaque peuple à disposer de lui-même, droit qui est le fondement nécessaire de toute confédération, la condition impérative de la concorde internationale, la base indispensable d'une réelle organisation de la paix. Cependant, pour garder et pour faire valoir sa personnalité, il ne suffit pas à la France d'avoir une politique et une armée qui soient à elle. L'esprit et le mouvement de notre époque lui imposent un développement moderne, dont, sans manquer de coopérer activement avec les autres, elle fasse une œuvre nationale, car l'indépendance aujourd'hui ne peut aller sans le progrès. Or, de même qu'il est malaisé dans les matières diplomatiques et militaires de rompre avec les théories insidieuses et les commodes habitudes de subordination, ainsi n'est-ce pas sans difficulté qu'en dépit de toutes les routines accumulées et de toutes les pressions contraires, nous faisons en sorte que dans les domaines économiques, social, financier, monétaire, scientifique et technique, notre pays suive sa propre route en marchant de son propre pas. Quand, pour nous amener nous-mêmes à l'expansion et à la productivité, nous nous lançons dans la concurrence, organisant le marché commun européen et concluant un accord mondial pour l'abaissement des barrières douanières. Quand, pour chasser l'inflation qui mettrait notre activité à la merci de prêteurs du dehors, nous nous dotons d'une monnaie forte et stable. Quand, pour élargir aux dimensions de notre jeunesse le champ qui doit nous procurer les valeurs humaines de plus en plus nombreuses, indispensables à notre renouvellement, nous réformons de fond en comble l'éducation nationale. Quand, pour faciliter l'adaptation aux conditions de l'époque que réalise notre agriculture, nous lui dispensons un large système de subventions, soutiens et crédits. Quand, pour parer au déficit croissant qui menait à la faillite de la sécurité sociale, nous mettons en équilibre ses recettes et ses dépenses. Quand, pour renforcer les motifs qu'ont les travailleurs français de s'associer d'une manière de plus en plus étroite et de plus en plus raisonnée à l'effort national de production, nous faisons en sorte que le niveau de vie de chacun s'élève avec le total, que l'emploi soit préservé autant que possible vis-à-vis des conséquences de notre mutation, que le personnel des entreprises soit intéressé aux fruits de leur expansion, quand, pour animer et entraîner notre appareil économique par des forces qui soient à nous, nous nous appliquons à agir dans les techniques, les recherches, les industries de pointe, énergie atomique, électronique, ordinateurs, aviation, satellites et lanceurs spatiaux, etc. Bref, quand nous transformons, en vertu de notre plan, toute l'activité française, c'est parce que nous voulons que dans son progrès, notre peuple soit lui-même, au-dedans et au-dehors. Le progrès, l'indépendance, la paix. Voilà donc
quels sont les buts conjugués que poursuit notre politique. Il va de soi que cette action d'ensemble est désapprouvée par ce qu'il faut bien appeler l'école du renoncement national. Aux esprits, aux partis, aux journaux qui lui appartiennent, l'idée même que la France puisse jouer un rôle qui soit le sien apparaît comme impossible, dérisoire, voire scandaleuse, indépendamment des partisans d'un régime totalitaire qui ne considèrent ce qui se passe chez nous qu'en fonction de leur visée de destruction. C'est bien cette étrange passion de l'abaissement qui inspire tant d'hostilité à l'égard de la grande entreprise du renouvellement français. Ainsi, tout ce qui est réalisé quant à notre développement, dans n'importe quel domaine, à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon, est-il combattu par principe, sans exception, toujours et toujours, par les adeptes du dénigrement, aux yeux desquels, sans doute, ne serait excusable que les facilités ruineuses de l'inflation avec pour aboutissement la mise sous tutelle étrangère de notre économie, de nos finances et de notre monnaie. Ainsi, le fait que la France, sans renier aucunement son amitié pour les nations anglo-saxonnes, mais rompant avec le conformisme absurde et périmé de l'effacement, que la France, dis-je, prenne une position proprement française au sujet de la guerre au Vietnam, ou du conflit au Moyen-Orient, ou de la construction d'une Europe qui soit européenne, ou du bouleversement qu'entraînerait pour la communauté des 6 l'admission de l'Angleterre et de 4 ou 5 autres États, ou des rapports avec l'Est, ou de la question monétaire internationale, ou pas plus tard qu'hier, de l'unanime et indescriptible volonté d'affranchissement manifestée par les Français du Canada autour du président de la République française, tout cela stupéfie et indigne les apôtres du déclin. Ainsi, parce que la France a repris possession de ses forces et se donne les moyens de la dissuasion, parce que dans l'hypothèse d'une guerre des deux géants, guerre que peut-être, sans se frapper directement l'un à l'autre, ils se livreraient par Europe interposée, la France ne serait pas automatiquement l'humble auxiliaire de l'un d'eux et se ménagerait la chance de devenir autre chose qu'un champ pour la bataille de leurs corps expéditionnaires et une cible pour leurs bombes alternées. Elle apparaît aux yeux de ces dévots de l'obédience atlantique comme condamnés à ce qu'ils appellent l'isolement, alors que dans l'univers, une masse humaine immense l'approuve et lui rend justice. Dans le drame célèbre de Goethe, Méphisto se présente ainsi: « Je suis l'esprit qui nie tout ». Or, en écoutant les conseils de Méphisto, l'infortuné docteur Faust va de malheur en malheur jusqu'à la damnation finale. Françaises, Français, nous n'en ferons pas autant. Repoussant le doute, ce démon de toutes les décadences, poursuivons donc notre route. C'est celle d'une France qui croit en elle-même et qui, par là, s'ouvre l'avenir. Vive la République, vive la France.